Vous écoutez le 102.3. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 4 novembre. Aujourd'hui, on va parler de l'inclusion, de la jeunesse, mais avant, on va continuer notre tour auprès des quartiers de Montréal. Et après la Chine, aujourd'hui, on va recevoir la mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord, Madame Christine Black. Madame Black, bonjour. Bonjour Mohamed, ça va bien? Oui, vous autres? Oui, très bien. Merci, très bien. Merci. Alors, on se connaît pas mal pour peut-être se tutoyer, mais soyez à l'aise. Montréal-Nord est durement touché par la crise sanitaire. Quelles sont les actions que vous avez effectuées pour limiter l'éclosion et comment la communauté nord-montréalaise se mobilise dans la gestion de la pandémie? Ben, en fait, ce qu'il faut dire, c'est bon, on est actuellement dans la deuxième vague de la pandémie. Il faut dire que c'est surtout la première vague, en fait, qui a été très, très dure pour Montréal-Nord. Actuellement, on se maintient dans des taux inférieurs à ce qui se passe ailleurs sur l'île. Mais il y en demeure pas moins que lors de la première vague, et même maintenant, on demeure quand même très vulnérable à tout ce qui arrive en lien avec la pandémie. Donc, dès le début, quelques jours après quand ça a été annoncé qu'il y avait une pandémie en mars, j'ai demandé à ma directrice d'organiser des rencontres avec nos partenaires communautaires pour qu'on puisse échanger ensemble justement sur les mécanismes à mettre en place pour pouvoir aider notre population. Et vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte, que ce soit les organismes communautaires, les institutions, les citoyens également, pour faire en sorte, entre autres, qu'on puisse, à l'époque, on était précurseurs pour donner des masques et pour vraiment avoir différentes actions de prévention aussi sur le terrain avec des intervenants, d'avoir un numéro unique pour pouvoir avoir de l'aide alimentaire à Montréal-Nord. Donc, c'est tout ça qui a fait en sorte que je pense qu'on est beaucoup mieux protégé en ce moment qu'on l'était à la base, mais il faut quand même mentionner que Montréal-Nord a plusieurs problématiques de fond, si je peux dire comme ça, qui font en sorte que ça crée des conditions qui nous rendent beaucoup plus vulnérables que les autres quartiers. Ben effectivement, mais si je retourne à la première vague, Mylène Drouin, la directrice régionale de la santé publique, avait évoqué comme facteur de la propagation c'est la densité urbaine et puis des enjeux sur la capacité de maintenir la distanciation sociale. Mais pour vous, c'était plus, vous avez parlé plus de la santé et puis des facteurs socio-économiques. Oui, ben en fait, c'est un ensemble de facteurs. On parle souvent des déterminants de la santé. Et oui, la densité et la proximité des gens est un élément important dans l'ensemble. Mais il y a également, effectivement, au niveau économique, que ça peut être aussi au niveau du support que la population reçoit en termes de services médicaux aussi. On le sait, dans certains secteurs de l'arrondissement, c'est des déserts médicaux, donc il y a très peu de cliniques et très peu de médecins qui sont accessibles. Donc, ça fait en sorte que tous ces facteurs-là agissent sur la santé de notre population. Et actuellement, ben malheureusement, ça les rendait beaucoup plus vulnérables parce qu'on le sait, il y a différentes problématiques qu'on connaît dans notre quartier. Mais au-delà de ça, il faut quand même se rappeler aussi que dans les différents facteurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On le sait qu'on a une population vieillissante, donc près du tiers de notre population a plus de 65 ans. Donc ça, c'est un élément aussi qui rentre en ligne de compte. On le sait, lors de la première vague, c'était les gens âgés qui étaient très frappés par ce virus, et également les travailleurs de la santé. Et ça aussi, c'est un fait qu'on reconnaissait, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes dans la communauté qui travaillaient à Montréal-Nord, justement dans les, que ce soit les services essentiels, que ce soit les épiceries, les pharmacies, mais aussi les travailleurs de la santé, entre autres dans les centres hospitaliers, les CHSLD et tout le reste. Vous avez évoqué récemment dans les médias l'insécurité alimentaire et le recours fréquent aux banques alimentaires. Comment votre administration assure un accès à une saine alimentation, d'ailleurs qui est considérée une priorité du quartier?
Oui, en fait, il faut dire que l'arrondissement n'agit pas seul dans tout ce champ de besoins, si je peux dire ainsi. En fait, c'est surtout le milieu communautaire qui est aux premières loges pour pouvoir justement recevoir les demandes des citoyens. On le sait qu'il y a le double, c'est pas le triple de demandes d'avant la pandémie qu'on a actuellement. On a également un grand support des fondations privées, également de Centraide, qui aident dans tout ça. C'est tout un système qui existe à Montréal, entre autres avec Moisson Montréal, qui est là, mais néanmoins, en début de crise, on savait qu'il y avait des besoins importants et que c'était ponctuel, que ça arrivait tout d'un coup. Alors, on avait débloqué à ce moment-là un fonds de 150 000 $, qu'il y avait 75 000 $ qui venaient de l'arrondissement, mais un autre 75 000 $ qui venait de la Caisse des Jardins. Donc, ça a permis d'injecter, entre autres, des fonds dans la communauté pour pouvoir faire des achats et s'équiper aussi pour pouvoir aider les personnes qui venaient demander de l'aide. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain et les aliments aussi coûtent beaucoup plus cher avec le temps. Oui. Donc, tout ça faisant en sorte que ça a fait vraiment exploser les demandes et dans ce contexte-là, on a décidé d'agir et bien entendu, c'est quelque chose qu'on observe et qu'on suit attentivement actuellement. D'ailleurs, les rencontres se poursuivent actuellement au rythme d'une rencontre par 2 semaines, même au mois, je vous dirais, parce qu'on est très, très organisé en ce moment dans ce qu'il y a à faire comme travail. Donc, comme ça se passe bien, on se rencontre un peu moins souvent, mais ça ne change rien sur les efforts qui ont lieu sur le terrain. Parmi les enjeux du quartier, je pense à Montréal aussi en général, c'est la crise du logement. Avez-vous des attentes à la suite de l'entente entre Ottawa et Québec? Oui, en fait, à Montréal-Nord, effectivement, l'itinérance nous a frappé aussi de plein fouet. Je vous dirais que l'apparition de campements et de personnes itinérantes visibles, parce que dans le passé, on voyait beaucoup de personnes on le savait, en fait, on était mis au courant, on en rencontrait qui n'avaient pas de domicile fixe, qui bougeaient beaucoup, mais en même temps, c'était beaucoup plus caché. Et avec la pandémie, ça a été mis de l'avant. Alors, on a même eu la présence d'un campement. Il est encore là. Il y a très peu de personnes qui y sont, mais quand même. Et dans ce contexte-là, en fait, il y a des demandes qui avaient été faites, entre autres, à l'administration centrale, de mettre en place, entre autres, un halte chaleur et un centre de jour. Donc, actuellement, parce qu'à Montréal-Nord, en fait, on n'avait aucune ressource en itinérance ou pour aider les personnes qui se retrouvaient sans domicile. Donc, c'était pas... on est très peu équipés comme organisme communautaire dans notre quartier pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, actuellement, en fait, il y a eu du financement de la Ville-Centre pour une halte chaleur pour la période hivernale. Donc, on le sait qu'au moins, ça va permettre de donner un petit répit et un endroit où les gens peuvent aller en plein hiver, au moins pour se réchauffer. Mais au-delà de ça, c'est sûr que Montréal-Nord souhaite travailler et toute la communauté est sur le même diapason à ce niveau-là, sur une ressource en itinérance qui pourra justement pouvoir aider les personnes qui se retrouvent à la rue, malheureusement, avec un hébergement d'urgence, avec des intervenants qui sont là pour pouvoir aider la personne, l'accompagner. On le sait, c'est tout ça demande une expertise particulière, travailler avec les itinérants pour justement être à l'écoute de leurs besoins, respecter leur rythme et surtout s'assurer de changements à moyen long terme, mais qui sont durables dans le temps. Donc, c'est vraiment tout un travail qui est en train de se faire et on travaille très fort avec les partenaires communautaires à l'arrondissement pour pouvoir mettre en place exactement ce qu'on a besoin pour le moyen long terme. Mais au moins pour le court terme, il y a une ressource qui va exister, qui existe en fait, qui est ouverte depuis le 1er novembre. Depuis un an, Montréal-Nord connaît une escalade de violence, surtout le secteur nord-est. Et 12 ans après la mort de Freddy Villanueva, la crise sociale est toujours présente. Pouvez-vous nous contextualiser l'augmentation de la violence à Montréal-Nord et quelles conditions peuvent expliquer cette hausse? Oui, en fait, je vous dirais que jusqu'à là, un an, ça se passait relativement bien. Ça s'était beaucoup stabilisé, mais on a remarqué depuis la dernière année une recrudescence de la violence, effectivement, dans certains secteurs, comme vous dites, il vient dans le nord-est. Et cette situation-là, d'abord, me préoccupe énormément. Et on le sait, ça s'inscrit dans tout un contexte. C'est sûr que la violence n'arrive pas seule. Et il y a souvent beaucoup d'ingrédients qu'on a besoin pour faire en sorte, en fait, qui doivent
doivent être présents pour faire en sorte que justement cette violence-là naisse et voit le jour. Et c'est sûr qu'on le sait, les écarts entre les riches et les pauvres, ça grandit et ça crée une pression supplémentaire. Et dans notre arrondissement, nos jeunes, en fait, on a beaucoup investi en eux, mais ce qu'on réalise, c'est qu'il faut investir davantage. Et malheureusement, dans le secteur nord-est, c'est un des secteurs les plus pauvres au Canada. On le sait, c'est reconnu depuis longtemps et les besoins sont immenses et il faut faire une différence. Et malheureusement, l'arrondissement, heureusement, en fait, l'arrondissement en a fait beaucoup, mais malheureusement, on n'a pas les moyens de nos ambitions et c'est pas l'arrondissement qui les fonds. Donc, la bonne nouvelle là-dedans actuellement, c'est qu'on a des rencontres à chaque 2 semaines avec Mme Rouleau, qui est la ministre de la Métropole, avec tous les élus de Montréal-Nord, pour justement interpeller chaque ministère des gouvernements, puis pour faire en sorte qu'on puisse créer des conditions qui vont faire en sorte de réduire notre vulnérabilité, parce qu'on le sait, Montréal-Nord est actuellement, je le disais, pour la crise sanitaire, on était vulnérable, mais là, on est vulnérable à des crises de violence, à la violence conjugale, à plein d'éléments. Donc, il faut faire en sorte, entre autres, augmenter notre intervention sociale, nos intervenants communautaires ont été avec tout ce qui se passe et ont besoin d'avoir des fonds supplémentaires. Donc ça, pour l'aider, aider les logements, trouver des appartements, augmenter le nombre de parcs, le nombre d'espaces verts où les gens peuvent aller chercher un peu d'air, puis sortir de la maison. C'est hyper important. Augmenter l'accès à des cliniques, à des médecins. Alors, c'est vraiment tout un travail qui doit se faire dans beaucoup de champs de compétences. Et actuellement, je vous dirais que les élus s'y attardent de façon très intensive et je suis très confiante de la suite des choses. Mais vous êtes à votre 2e mandat. Est-ce que cette approche-là n'était pas utilisée dans le passé? Est-ce que vous venez à réaliser que c'est la meilleure façon à le faire maintenant? Ben en fait, je vous dirais que la façon de travailler ensemble, elle était déjà présente. Je vous dirais qu'actuellement, surtout dans le contexte de la crise que l'on connaît, l'écoute est beaucoup plus grande du gouvernement aussi. On le sait, actuellement, Montréal-Nord est sur toutes les tribunes actuellement pour revendiquer. Donc, ce travail qui s'est fait au courant des dernières années, et on le sait, travailler entre partenaires, ça prend du temps. Ça prend aussi du temps pour arriver à mettre en place les bonnes pratiques. Donc, ça a été mis en place, oui, mais actuellement, je vous dirais que les conditions sont vraiment réunies pour qu'on puisse aller encore plus loin. Parce qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Là, ce serait de mentir, de dire que rien n'a été fait jusqu'à date. Mais je vous dirais qu'actuellement, on va aller encore plus loin et pousser justement les investissements qui ont lieu dans le quartier et que les autres paliers de gouvernement mettent la main à la pâte. L'urgence, elle est là et c'est maintenant qu'il faut investir dans le quartier. Vous avez évoqué le soutien financier et puis vous avez dit dans le passé que tout le monde sait ce que Montréal-Nord a besoin. De qui vous parlez? Quand je dis tout le monde, en fait, on parle autant, comme je le dis, des autres paliers de gouvernement, mais aussi du milieu philanthropique, des fondations privées. On le sait qu'il y en a plusieurs qui souhaitent investir à Montréal-Nord. Le temps est venu là, d'investir et de le faire correctement. On le sait, des fois, les gens investissent des milliers de dollars et ils jugent que c'est suffisant, mais actuellement, et je l'ai dit de façon importante dans les dernières semaines, ça ne prend pas des milliers de dollars, ça prend des millions pour faire en sorte qu'il y a des projets qui le voient le jour, qu'on arrive à ajouter des inspecteurs pour aller visiter les appartements, qu'on puisse acheter des terrains pour faire des parcs, les aménager, les entretenir. Donc, c'est énormément. Et Montréal-Nord, malheureusement, fait face à un déficit historique de financement, que ce soit au niveau des organismes, au niveau de l'arrondissement, au niveau des investissements dans les parcs. Et ça, aujourd'hui, finalement, on doit arriver à briser ce cycle-là et faire en sorte qu'on outille Montréal-Nord pour faire face à la suite, là. Christiane Black, mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord, merci beaucoup. Au plaisir de vous recevoir une autre fois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM.
pas si notre René à la régie, il connaissait déjà la chanson, mais il fait une dédicace à notre ami Bouchra Manei. C'est une chanson tunisienne d'ailleurs. Bouchra Manei, directrice de Parole d'Exclus et chercheur sur les enjeux de racisme et d'exclusion. Bonjour. Bonjour. Alors on continue toujours dans le secteur de Montréal-Nord, mais on va parler un petit peu plus large de question de l'inclusion. Depuis un an, en fait, j'ai posé la même question à Madame Black tantôt. Le secteur nord-est de Montréal-Nord connaît une escalade de violence. Et 12 ans après la mort de Freddy Villanueva, la crise sociale est toujours présente. Pourquoi selon vous? Est-ce que c'est juste question de financement, de sous-financement? Je pense qu'on ne peut pas parler du Nord-Est aujourd'hui si on ne prend pas en compte, j'ai envie de dire, l'historicité du Nord-Est ou l'histoire du Nord-Est. C'est-à-dire que comme personne qui a travaillé en aménagement du territoire et en études urbaines, c'est assez fascinant de voir comment, en fait, c'est un territoire qui n'a pas été pensé. Et il n'a pas été pensé pour les personnes qui allaient le vivre. Et dans le fond, on se retrouve aujourd'hui avec des enjeux sociaux, économiques, très très diversifiés. Parce que c'est pas un territoire qui a été, on va dire, conçu comme il fallait par les aménageurs et même par les institutions publiques, je pense. Donc, il faut prendre en compte l'histoire du Nord-Est pour mieux saisir pourquoi on a toujours l'impression que ça stagne, en fait. Pourquoi 12 ans après la mort de Freddy, on se retrouve encore à demander un plan de lutte à la pauvreté? Ça, personnellement, je pense qu'il faut que ce soit les pouvoirs publics qui y répondent. Ce que je peux donner, moi, c'est ma perspective des citoyens avec lesquels on travaille, la perspective du terrain par les acteurs du communautaire. Et je crois qu'ils n'en font pas peu. Je crois que ça fait 3-4 ans que je suis sur ces territoires et ce que je vois, c'est vraiment un milieu qui se démène malgré tout. Oui, avec parfois peu de moyens. Ça dépend des organisations. Tu sais, il y a des organisations qui sont, on va dire, qui roulent beaucoup plus confortablement que d'autres. Mais effectivement, certaines continuent de travailler avec pas mal de désœuvrement économique et qui ont besoin de financement. Alors, le financement des organisations, c'est je dirais, un des éléments. Pour moi, peut-être celui qui me semble depuis l'année dernière quelque chose de plus prégnant, c'est peut-être une certaine considération en fait de ceux et celles qui vivent dans cette partie-là de Montréal-Nord. En fait, peut-être comme je pense quand même quelque chose d'important, Montréal-Nord, on a toujours l'impression que c'est tout un quartier homogène qui est pauvre. Et en fait, Montréal-Nord, c'est un territoire qui est vraiment très, très, très hétérogène. En passant d'une rue à l'autre, vous pouvez passer d'une classe à une autre, d'une classe sociale à une autre. Et donc, le Nord-Est, c'est pour moi quelque part le résultat d'un délaissement un peu et d'un abandon historique. Et je crois que personnellement, c'est plutôt ça qui me touche beaucoup dans mon travail, qui touche beaucoup les professionnels avec lesquels on travaille et qui épuise en fait les forces du communautaire, je crois. Okay. Donc, je dirais qu'il y a une forme peut-être de déni de la complexité de ce qui s'y passe, des enjeux de violence, qu'elle soit conjugale, familiale, ou qu'elle soit de pauvreté structurelle, en fait. C'est un peu ce déni-là qui fait que le Nord-Est reste le Nord-Est. Mais qu'on continue d'avoir espoir, parce qu'en fait, il y a des gens qui y vivent et eux-mêmes, en fait, ils ont envie de transformer les choses. Mais cette violence, est-ce que peut-être le problème est l'approche utilisée pour la gestion de cette tension ou... C'est une excellente question. Je crois que malheureusement, jusqu'à date, on a peut-être un petit peu trop misé sur, disons, le rôle sécuritaire de la police, puis qu'on ne s'y trompe pas. Montréal-Nord a été un des premiers endroits, justement, après la mort de Freddy, où il y a eu, en fait, vous savez, cette ressource qui est embauchée donc par un PDQ, donc un poste de quartier, et chez nous, c'est le poste de quartier 39,
pour faire le lien avec la communauté. Puis on a eu 2 personnes en fait on a la deuxième personne aujourd'hui qui occupe ce poste-là. Et c'est des postes qui sont vraiment importants, c'est-à-dire pour faire le lien entre les services sécuritaires et les milieux communautaires et les citoyens, etc. Mais je crois quand même que la perspective privilégiée jusque-là a été plutôt la perspective sécuritaire. Il y a d'autres quartiers qui ont fait autrement. Je pense par exemple à Saint-Michel, où j'ai fait personnellement mon travail, mon terrain de thèse, et où en fait l'approche de la police était vraiment une approche communautaire. Et je pense que des fois à Montréal-Nord, on voudrait tendre vers ça, mais on n'y est pas encore. Je crois aussi que c'est-à-dire que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Je crois aussi qu'il faut qu'il y ait des acteurs du communautaire qui diversifient leur présence sur le territoire. Je crois qu'en termes de sécurité urbaine, il faut qu'il y ait une multiplicité d'approches, une multiplicité de façons d'intervenir. Et j'ai envie de dire qu'à Montréal-Nord, c'est comme un territoire qui a permis de former des jeunes qui sont aujourd'hui qui sont plus très très jeunes là, mais qui sont des professionnels de Montréal et qui pourraient en fait donner de leur expérience, de leur savoir et de leur façon d'avoir vécu le territoire. Je crois que en ce moment, personnellement, ce que je pense, c'est que ce territoire, il faut qu'il soit réinvesti par sa propre communauté, par les gens qui ont vécu, qui ont grandi, et c'est eux qui vont transformer réellement les enjeux d'insécurité, parce que personnellement, je viens de France et les enjeux qui sont vécus, par exemple, dans les banlieues de France sont tellement plus, j'ai envie de dire, tellement plus graves parce que beaucoup plus présents et beaucoup plus diffusés partout sur le territoire. À Montréal, on a quelques territoires comme ça ou quelques sous-quartiers comme ça qui méritent juste un peu plus d'attention, juste un petit peu plus de bienveillance politique et juste un petit peu plus d'accompagnement et de soutien, parce qu'au final, c'est pas tant de monde que ça qui est concerné dans la rue, qui est la plus connue là dans ce secteur, par les enjeux d'insécurité, de trafic, de prostitution, parce qu'il faut nommer les choses. Il y a des enjeux dans certaines rues, mais personnellement, je pense que c'est surtout de l'attention qu'il faudrait et de la bienveillance politique. Mais quand je préparais l'émission, en fait, j'ai vu une division profonde dans la vision sur la gestion. Il y a un groupe qui parle de la co-intervention, mais il y a d'autres qui prennent vraiment l'intervention policière excessive. Et ça aidera pas vraiment le processus de gestion des tensions, quoi. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire en fait, qu'il y ait une polarisation dans les visions, ça, à la rigueur, c'est normal. C'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un enjeu d'insécurité ou d'urgence ou de prise de risque, les gens se polarisent effectivement entre ceux qui disent non, vive la sécurité, et ceux qui disent attention, la sécurité, mais pas à tout prix. Et je crois qu'en ce moment, le balancier est encore là. Nous, comme organisation et comme acteurs, en fait, qui favorisent justement une perspective plus large sur l'exclusion sociale. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on répondra à l'injustice par de la sécurité, on créera plus d'exclusion. Peut-être que tout le monde ne vivra pas cette exclusion, mais l'exclusion se répercutera et elle prendra d'autres formes. Donc nous, on fait partie de ceux qui pensent que il faut considérer plus largement tous les enjeux d'exclusion sociale et raciale, parce que il y a un enjeu qu'on n'a pas beaucoup évoqué dans tout ça, mais ce sont aussi des formes d'exclusion systémique sur la base de la race, de l'ethnicité, etc., ou de votre parcours migratoire, qui font que certaines jeunesses, au pluriel, vont se retrouver à potentiellement mourir parce qu'elles osent justement aller s'inclure dans des dynamiques plutôt informelles, plutôt criminelles, etc. Donc, je veux dire, la peur a un visage et la mort, elle a un visage aussi dans ces secteurs-là. Et donc, je crois qu'il ne faut pas non plus faire de déni sur ce qui fait en fait que certains jeunes, notamment des hommes, parce qu'il faut aussi penser toute la question de l'insécurité avec une perspective de genre. Par exemple, les jeunes hommes vont prendre des risques et perdre leur vie potentiellement dans ce type d'activité
informelle. Et je crois que si on ne considère pas toute la question de l'exclusion sociale plus largement et de l'exclusion raciale plus largement, notamment par exemple en faisant des liens avec ce qui s'est passé à Henri Bourassa, ça paraît saugrenu pour encore beaucoup de monde, mais si vous avez une école qui n'inclut pas, évidemment que la rue va inclure. Je veux dire, c'est comme ça semble évident pour n'importe quel sociologue qui travaille sur les enjeux urbains, mais ça semble encore saugrenu pour beaucoup de monde. Si vous avez de l'exclusion à l'école Henri Bourassa, évidemment que vous allez avoir potentiellement plus de décrochage scolaire, et donc plus d'exclusion systémique, et donc potentiellement un petit noyau, évidemment, qui va être tenté par des activités informelles et des activités criminelles, en fait. Le dimanche dernier, Parole d'Exclus a coordonné une initiative citoyenne des mamans du quartier Nord-Est et qui ont organisé une marche une année après la mort de Abdelrahman. Quels sont les objectifs de cette initiative? Est-ce que aussi les parents ou les citoyens, à travers cette marche-là, ils veulent s'imposer pour prendre sa place dans cette dynamique? Oui. C'est une initiative, je vous avoue, qu'on aurait aimé organiser plus tôt, qu'on aurait aimé soutenir plus tôt. Et je voudrais juste dire le nom de deux mamans, Elia Arkout et Samah, qui ont vraiment comme mis la main à la pâte là pour que cette marche, nous on a vraiment soutenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les mamans nous ont dit on veut marcher, nous on a tout mis en place pour que ça puisse se faire. Mais pour nous, c'est important que ce soit les mamans qui se sentent assez en sécurité pour dire on veut prendre la rue. Vous savez, le slogan à qui la rue, à nous la rue, mais dans le fond, c'est ce que les mamans ont décidé de faire, parce que ça fait des mois qu'elles sont parfois terrorisées, honnêtement. C'est pas tout le territoire qui est concerné, fait que c'est certain que si vous habitez pas dans la rue, vous pouvez pas, vos enfants ils sont pas traumatisés par le bruit de certaines balles. Et en même temps, je veux pas non plus comme que ce que je dis ait l'air de c'est que ça à Montréal-Nord. C'est-à-dire que il nous faut beaucoup de nuances dans ce dossier-là, il nous faut beaucoup d'habileté à parler de certains enjeux, et les mamans ont décidé de reprendre la rue parce que dans le fond, ce quartier est un quartier familial avant tout, et elles ont décidé dans le fond c'est reprendre un peu leur place pour quelque part politiser un peu leur présence aussi. Elles ne veulent pas être retirées chez elles et avoir juste une position de victime quelque part. Et donc ça a été honnêtement une marche formidable. Il y avait de la pluie et malgré tout, il y a quand même eu quasiment une centaine de personnes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans le fond, commémoré le décès d'Abdelrahman. On a été jusque devant sa maison pour souligner, en fait, à sa maman qui est calfeutrée chez elle, qui ne voulait même pas marcher, honnêtement. Et donc l'idée, c'était de lui signifier un soutien. L'idée, c'était aussi de se rassembler, organisations, citoyens, partenaires, les élus sont venus, beaucoup de partenaires du communautaire. Et donc c'était de se dire, mais on ne peut pas continuer à être passif sur cette question-là. Oui. On ne peut pas, en fait, céder à la peur, et on ne peut pas, en fait, faire en sorte que les mamans qui, elles, vivent dans ce territoire au quotidien cèdent à la peur. Alors c'était une action par les citoyennes. Nous, on va continuer en fait à faire toute une programmation durant l'année pour continuer à converser de cette question-là, justement pour faire des liens avec Saint-Michel, avec la Petite Bourgogne, avec Saint-Léonard, et on a toute une programmation qui va sortir à partir du mois de décembre pour justement converser des questions de sécurité, pour la ramener à quelque chose de montréalais. Il y a des coalitions de mamans haïtiennes qui se sont déjà mises en place pour parler de ces questions-là. Il y a à la Petite Bourgogne aussi des citoyens qui se sont impliqués, et personnellement je trouve que pour moi à Montréal on continue parfois de penser les choses, il y a des spécificités de quartier, évidemment, il y a des histoires de quartier, évidemment, mais on continue parfois de gérer les quartiers comme si c'était des anciennes villes de banlieue et ce qu'on appellerait les petits villages là, et c'est pas bon, parce que sur la question de la sécurité, c'est une perspective métropolitaine dont on a besoin. Et
Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est faire une sorte d'alliance avec d'autres territoires qui vivent les mêmes choses, des citoyens qui vivent les mêmes choses. Et ça, il faut le faire. Il faut horizontaliser la question de la sécurité urbaine. Et il faut que ces mamans-là puissent sentir qu'elles sont montréalaises, en fait. Et je crois que c'est ça qu'elles ont fait en prenant la rue. Elles disent, on vit comme des citoyens de seconde zone, ça suffit, et on veut être considérés comme des Montréalais et des Montréalaises. Merci beaucoup. Bouchra Manaï, directrice de Parole d'Exclus et chercheur sur les enjeux de racisme et d'exclusion. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Avec nous, mesdames et messieurs, on reçoit maintenant Maître Valérie Assouline de SOS Avocats. Bonjour Maître. Bonjour. Alors on parlera de la protection de la jeunesse. Vous évoquez souvent qu'il faut faire un réel changement de culture adapté à la réalité des jeunes. De quelle culture parlez-vous ? La culture du fonctionnement de la DPJ, comment ça fonctionne, comment on juge le parent au lieu de l'aider. Je crois que il y a beaucoup de parents qui ont plus besoin de support que d'être jugés par des intervenants, et donc je crois que la culture doit changer. C'est primordial, et si on change pas cette culture, il y aura pas un changement vraiment dans les façons de faire. Est-ce que c'est la culture d'intervention, la culture de l'adaptation des méthodes? Ou juste l'intervention, c'est vraiment quand la DPJ arrive. Vous savez, il y a plusieurs parents qui appellent même la DPJ pour obtenir de l'aide. Et lorsque la DPJ arrive, il arrive des fois où ça se retourne, le système se retourne contre le parent, et finalement il se retrouve sur le banc des accusés à avoir à se justifier, à se défendre, au lieu d'obtenir de l'aide. Et ça, je le vois très souvent. Alors, il faut plus que ça arrive. Il faut vraiment que les parents se sentent en confiance. Le problème, c'est que présentement, l'image de plusieurs parents de la DPJ est négative, et on leur demande de travailler avec la DPJ. Alors, il va falloir qu'ils changent leur façon de faire. D'accord. Mais est-ce que vous pensez pas que les cas médiatisés, ce sont des cas isolés, et que la direction de la protection de la jeunesse a sa raison d'être? Je pense que la direction de la protection de la jeunesse a sa raison d'être, absolument, pour des cas d'exception, pour des cas où il y a de la violence, où il y a des abus, où il y a de l'abandon, oui. Je crois que la loi est une loi qui est exceptionnelle, c'est une loi d'exception, et elle devrait être utilisée uniquement dans des cas d'exception. Le problème aujourd'hui, c'est que dans des dossiers de conflits entre parents, mais la DPJ s'ingère dans la vie de famille et décide de retirer des enfants pour conflit de loyauté ou pour aliénation parentale, et je crois que ça devrait être retiré de leur mandat absolument, et le plus rapidement possible, parce que souvent lorsque la DPJ s'ingère dans des dossiers où ils vont mettre l'étiquette d'aliénation parentale, il n'y a pas d'expertise de psychologue, et c'est vraiment basé sur des perceptions d'intervenants qui, selon moi, n'ont pas la formation adéquate pour définir l'aliénation parentale. Mais exactement, mais le fardeau, il est sur le dos des intervenantes et intervenants, mais c'est le législateur qui a ce mandat-là, peut-être, de faire un changement. Je pense que le législateur a ce mandat-là de changer, en effet, les motifs de compromission où la DPJ est impliquée. C'est certain. Je crois qu'il y aura des changements à la loi. Si à entendre Mme Laurent, c'est certain qu'il
il va y avoir des prévisions pour changer cette loi. Mais je crois que si la loi actuelle était respectée comme il faut la respecter, je ne crois pas qu'on aurait autant de dossiers d'ouverts et autant de cas qui sont à la DPJ. Là. Quand il y a deux parents qui s'entendent pas, qui se quittent, et là, la DPJ s'ingère pour conflit de séparation, mais je pense qu'il y a des médiateurs pour ça, je pense qu'il y a des coachs parentales, on n'a pas besoin d'avoir de la DPJ, et souvent, et je le répète, souvent, il y a des interventions avec des intervenants avec peu d'expérience et pas la formation adéquate pour intervenir. Vous avez parlé de la commission Laurent, la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse devrait dévoiler les grandes lignes de leurs recommandations au gouvernement avant Noël. Avez-vous des attentes? Quelles sont vos attentes? Les attentes, c'est d'abord qu'il y ait des règles claires pour qu'on revienne à une loi d'exception, comme je le mentionne. Les attentes, c'est également d'avoir des formations, que les intervenants soient formés sur la violence conjugale, d'avoir un processus également de supervision, parce que je ne pense pas que des dossiers comme Granby, comme Wendake, c'est inacceptable que ça se passe au Québec. La seule chose que la DPJ a à faire, le seul mandat, c'est protéger les enfants. C'est pas normal qu'on a eu un drame cet été, qu'on a un drame de Granby, qu'on a un drame à Wendake, et qu'à chaque fois, il n'y a aucune imputabilité. L'imputabilité, j'espère que ça sera absolument dans les recommandations, quand il y a une inaction d'un CIUS, il va falloir qu'il y ait des gens imputables, il va falloir qu'il y ait des gens qui payent. Si vous allez dans un hôpital et qu'on vous soigne pas, et qu'on vous soigne mal, l'hôpital sera imputable. Pourquoi il n'y a pas d'imputabilité, de responsabilisation de la DPJ? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument adresser. La commission Laurent promet de déposer un rapport impeccable mais accablant. Pensez-vous qu'il sera en mesure d'affirmer, par exemple, l'existence du racisme systémique, confirmé d'ailleurs auparavant par le rapport Vienne l'année dernière? Oui, je pense que Mme Laurent aura peut-être ce courage, parce que vous comprenez qu'il faut le courage de le faire, mais j'entendais parler dans des entrevues et j'ai trouvé que Mme Régine Laurent a compris la problématique et toutes les problématiques qu'il y a au sein de la DPJ. Je l'entendais parler justement du fait qu'on demande à des parents de faire confiance à la DPJ alors que la DPJ finalement les juge et vient témoigner contre eux à la cour. Donc elle a compris déjà cette dynamique malsaine. Donc moi j'ai vraiment confiance à Madame Laurent, et puis je pense que les recommandations vont aller dans le bon sens, absolument. Selon vous, qui a la responsabilité de mener un vrai changement pour que les enfants soient au cœur de préoccupations? Les intervenants ou les gestionnaires ou même le ministère? Je pense que ça revient d'abord à nos politiciens qui sont aux premières loges pour changer les choses. Donc, je crois qu'il faut qu'ils aient aussi le courage de dire les choses comme elles sont. C'est certain que les gestionnaires ont une grande part de responsabilité. On peut pas mettre ça sur le dos des intervenants. Les intervenants travaillent sur le terrain. C'est pas un travail qui est facile. Déjà, la perception du public n'est pas au beau fixe, on va se le dire. Donc, je crois que vraiment, ça va être aux gestionnaires, aux politiciens, aux législateurs, finalement, qui vont devoir faire en sorte que les choses changent. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique de mener un changement? Je sais que le gouvernement auparavant, ils ont tenté, mais les changements n'étaient pas à la hauteur. Est-ce que pensez-vous que le gouvernement actuel, il va aller de l'avant pour mener un vrai changement? Mais c'est sûr que le gouvernement avant avait fait des commissions aussi qui sont restées tablettées. J'ai l'impression que cette fois-ci, les rapports ne peuvent pas rester tablettés. C'est pas possible. La population québécoise a de grandes attentes par rapport à ce rapport-là, par rapport à la commission Régine Laurent, et on ne peut plus avoir des drames. Oui. Où les enfants payent de leur vie. Ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable dans une société comme la nôtre.
Mais c'est ça, question de société. Vous ne voyez pas peut-être que c'est un choix de société aussi de faire les choses autrement, que ce soit la relation, même la violence conjugale, la relation de couple, la post-séparation. Le changement, ça vient aussi de la personne. C'est certain, mais vous savez, moi, je ne représente que des bons parents. Je ne représente pas des parents, par exemple, qui ont abusé de leurs enfants. Je représente que des bons parents. Et c'est troublant de savoir que, en tant que bon parent, le système peut débarquer chez vous et vous commencer à vous accuser et même aller jusqu'à retirer les enfants et les placer en famille d'accueil. Alors, je voyais justement une publicité où on cherche des familles d'accueil alors que je passe mes journées dans les tribunaux à me battre pour des parents, des bons parents qui ont tout fait et que le système a mis de côté. Et là, il va falloir que ça change, là. Il faut que ça change. Il faut qu'on fasse confiance aux parents. Et c'est là où on revient à la base, à la culture qu'il faut changer à la DPJ. En fait, une plupart des cas, ils viennent des régions, de certaines régions, et ça c'est dommage parce qu'il y a d'autres régions qui font un travail. Je sais, je suis au courant de certaines régions comme Montréal qui font un travail pour l'adaptation de leur culture, de l'accueil des parents, de les inclure dans le processus d'intervention. Est-ce que l'image, malheureusement, elle est mauvaise en général et puis les gens, ils mettent tout dans le même panier? Je crois que c'est certain que les gens peuvent généraliser. Moi, je vais vous dire qu'il y a des bons et des mauvais partout à travers le Québec et je peux vous le confirmer parce que je travaille à travers le Québec, vraiment de Val-d'Or à Montréal. Et je peux vous dire qu'il y a des bonnes interventions et des mauvaises partout. Je crois qu'il y a les supervisions, il y a aussi beaucoup de... Vous savez, on donne beaucoup de pouvoir à des intervenants, souvent qui n'ont pas la formation adéquate, souvent qui n'ont pas la supervision requise. Et je crois que c'est là où on se place dans une position où on peut vraiment avoir des failles dans le système. Alors, je pense aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas crus par la DPJ. Vous savez, je pense à Wendake, où on appelle, les grands-parents appellent, font des signalements. Je pense à Granby, où il y a eu des signalements quand même qui auraient dû être entendus et où on n'a simplement pas cru la famille. Et ça aussi, c'est encore cette mentalité de mettre un parent, de lui mettre une étiquette sur la tête, de ne plus le croire tout le long du processus. C'est une question de culture, toujours. Voilà. Selon vous, c'est quoi la clé pour mener ce changement-là? C'est quoi la clé? La clé, c'est le courage et l'imputabilité. Et vraiment, c'est le courage de dire qu'il y a des choses qui doivent changer et qu'il y a des gens qui vont être imputables et d'avoir un système qui et également de revenir à la loi d'exception qui est censée être la loi sur la protection de la jeunesse. Et si on a une loi d'exception, c'est pas normal qu'il y ait des milliers d'enfants qui sont suivis par la DPJ. Il y a plusieurs dossiers où la DPJ n'a pas sa raison d'être dans un dossier. Il y a plusieurs fois où on se retrouve au tribunal avec deux parents qui ont tout fait, qui ont suivi les formations, qui ont emmené leurs enfants chez le médecin, qui ont cherché de l'aide et à la place, ils se retrouvent à se défendre à la cour et ce temps-là à la cour, mais sachez que c'est des intervenants qui passent leur journée au tribunal. Et ça, c'est dommage parce que pendant ce temps-là, il y a des failles et on oublie des enfants. Et ceux qui sont vraiment en danger, parce qu'il y en a. La DPJ a sa raison d'être, ça je le dirai toujours, mais peut-être différemment. Peut-être une autre DPJ. Maître Valérie Asseline, avocat de SOS Avocat, merci beaucoup, au plaisir. Merci à vous. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM.
Retour à la suite de la programmation et j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone M. Ali Nestor, fondateur de l'organisme Ali et les princes et les princesses. Monsieur Nestor, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Oui, très bien, merci de l'invitation. Merci, ça fait plaisir. La première chose, peut-être, pouvez-vous nous présenter l'organisme Ali et les princes et princesses? Oui, l'organisme Ali et les princes et princesses existe déjà depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, on se trouve dans le quartier Saint-Michel, mais le but est vraiment de desservir les jeunes de tout Montréal. Donc, c'est un organisme qui a été mis sur pied pour venir en aide avant tout aux jeunes en situation de vulnérabilité. À l'intérieur de l'organisme, il se trouve plusieurs programmes qui sont instaurés. Bon, bien sûr, on a ce qu'on appelle de l'aide aux devoirs. On a ce qu'on appelle le mentorat qui est la première source, même ce qui veut dire, lorsqu'on parle de mentorat, on parle d'accompagnement. Donc, les jeunes qui arrivent ici ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être épaulés ou conseillés. C'est ce qu'on fait avec eux. Après ça, notre dernier programme qu'on a mis sur pied, c'est voilà à peu près 10 ans. C'est un programme scolaire qui s'appelle l'École de la relève. Donc, c'est un programme qu'on a mis sur pied directement à l'organisme. On a été accrédité par le ministère de l'Éducation en tant qu'école d'éducation privée. Donc, ça nous permet de pouvoir diplômer des jeunes que le système régulier avait plus de difficultés. Donc, ce qui veut dire que le programme scolaire régulier ne répondait pas nécessairement à leurs besoins parce qu'ils ont besoin d'attention un peu plus particulière. Donc, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui ont majoritairement entre 16 et 21 ans. Donc, on réussit soit à faire en sorte qu'ils finissent leur secondaire 5. Et dans certains cas, il y a d'autres jeunes que c'est aller jusqu'à secondaire 3 de façon à pouvoir rentrer à l'école de métier. Dans d'autres cas, on a des jeunes qui ont plus de difficultés au niveau santé mentale. Donc, on leur permet d'acquérir certaines compétences pour qu'ils puissent aller sur le marché du travail. Donc, ça résume un peu en quelques minutes ce qu'on fait un peu à l'organisme. J'ai reçu avant vous Madame Christiane Black, la mairesse de l'arrondissement, et la directrice de Parole d'Exclus aussi de Montréal, Madame Manaï. Je vous parle de ça parce que vous avez qualifié Montréal-Nord de secteur qui a beaucoup laissé à lui-même. Selon vous, quelles sont les raisons et qui sont les responsables? C'est ça. Lorsque j'ai expliqué justement, il y a malheureusement c'est un secteur, il y a les organismes qui sont sur pied à Montréal-Nord qui font du bon travail, comme dans d'autres quartiers, Saint-Michel ou Hochelaga-Maisonneuve. Mais on l'a vu, exemple, lors de la pandémie, des secteurs comme Montréal-Nord ou Saint-Michel ont pas mal été délaissés. Ça a été les derniers à recevoir de l'aide criant, alors qu'on sait qu'il y a un besoin dans ce quartier. C'est quand même des besoins où il y a un taux de chômage, un taux de décrochage, où il y a un taux de pauvreté qui sont là. Donc, je pense le gouvernement au pouvoir ou le gouvernement qui gère, justement, malheureusement, ont eu un regard sur ces quartiers-là un petit peu trop tard. Donc, ça a été un peu ça le discours que je voulais donner clairement. Donc, ces gens-là, exemple, on l'a vu dernièrement, je pense, Mme Black, justement, qui avait fait une déclaration comme quoi qu'elle avait pas tout à fait aimé ce que Mme Plante avait dit en rapport à Montréal-Nord. Elle a quand même raison. Donc, ces places-là ont besoin. Il y a des gens qui travaillent fort pour améliorer les choses, mais ils sont quand même en manque d'effectifs. Ils sont quand même en manque de ressources. Donc ces gens-là ont besoin d'être épaulés financièrement. Il y a des projets que ces gens-là veulent
instauré depuis bien des années dans leur secteur, mais malheureusement, faute d'effectifs, faute de fonds, faute de ressources, ces jeunes-là sont malheureusement laissés un peu à eux-mêmes. OK. Voilà. Vous avez évoqué récemment qu'il n'y a pas d'unanimité sur le terme de racisme systémique. Et vous avez ajouté, et vous dites, ce que je dis maintenant, c'est que nous pouvons mûrir et que nous pouvons changer. Ma question, à quoi ressemble la maturité dans un contexte polarisé comme ce qu'on vit actuellement? Moi, en tant que tel, ce que je vois, c'est le racisme systémique a été instauré par les gens qui étaient au pouvoir voilà plusieurs siècles. Et ce racisme systémique a perpétué par la suite avec les autres gens qui sont rentrés en pouvoir par la suite. Donc, c'était à leur avantage. Et si ce racisme systémique est encore d'actualité aujourd'hui, c'est parce que les gens au pouvoir continuent à le maintenir. Ils sont clairement au courant. On a bien beau entendre certaines personnes le nier, mais on le sait très bien qu'ils ne le nient pas. C'est juste, ce sont des faits clairs. Maintenant, ce qui est de la cause aussi, ça fait des années, ça fait très longtemps que tout immigrant ou autochtone se plaint de ce système. Mais ce qui fait avancer la cause aujourd'hui, c'est que maintenant beaucoup de Québécois de souche l'admettent, le voient. On a beaucoup d'élus gouvernementaux aussi qui l'admettent. Après ça, il y en a qui l'admettent. Donc c'est le parti au pouvoir actuel, et ce parti au pouvoir le dit aussi. Il a peur de froisser les électeurs qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est juste une question de peur de perdre le pouvoir, et c'est ce que je trouve qui est un discours, pour ma part, que je trouve très dangereux, parce que ces gens-là nous font comprendre que ce qui est important avant nous, c'est pas la vie de ces gens-là, c'est pas leur dignité, c'est de rester au pouvoir, c'est de maintenir notre pouvoir. Et ça, je trouve ça très, très, très lamentable. Votre ouvrage, moi, Ali, Nestor, Petit Prince de la rue, que je suis en train de lire, et ça se lit facilement, c'est bien fait, est plus simple que juste une simple biographie. Selon moi, il agit des leçons de vie pour certains jeunes d'aujourd'hui qui vivent possiblement les mêmes problèmes sociaux que vous avez vécus. Comment vous pouvez rassurer ces jeunes qui vivent ces mêmes problèmes un avenir meilleur? Bon, moi, dans le livre, justement, il y a un passage, peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là, que j'ai expliqué justement. Ce que je me suis rendu compte, moi, à travers mon parcours, mon cheminement, c'est que je peux me donner toutes ces raisons pour ne pas réussir. Donc, je l'ai expliqué dans le livre. Exemple, le fait d'avoir vécu du racisme systémique depuis mon arrivée au Québec, j'aurais pu prendre ces raisons pour ne pas aller au bout de mes projets, au bout de mes rêves dans la vie. Le fait de ne pas avoir été parmi les privilégiés de ce système, j'aurais pu prendre ça comme raison de ne pas avancer. Le fait d'avoir eu des difficultés de comportement, le fait d'avoir été enfant de jeunesse, d'avoir été dans une famille qui a vécu la séparation, qui a vécu un manque d'affection envers le côté paternel. J'aurais pu prendre toutes ces raisons pour ne pas réussir dans la vie, mais au contraire, je me suis réveillé un jour et j'ai pris toutes ces raisons, toutes ces embûches pour réussir dans la vie. Mm-hmm. Il n'est pas vrai qu'on ne peut pas réussir parce que, soi-disant, le système n'est pas à notre avantage. Au contraire, on peut faire en sorte, justement, de le transformer, de mettre ça à son avantage et d'avancer dans la vie. Donc l'avenir est vraiment réservé aux jeunes actuels. Donc, c'est eux, des personnes de notre génération à nous, on travaille fort pour justement faire reconnaître ce racisme systémique, pour que les choses avancent, pour qu'on vive dans un pays qui est égalitaire pour tout le monde. Mais la suite, c'est ces jeunes-là la suite appartient à ces jeunes-là.
Donc l'avenir est vraiment entre leurs mains. Voilà. Effectivement, vous avez parlé de racisme, violence, stigmatisation, exclusion, mais qu'on vit encore maintenant, à qui est la faute? En fait, on dirait qu'il n'y a rien qui change là. Moi, ce que je vois, c'est pour que les choses changent, c'est les gens au pouvoir qui doivent changer ces choses-là. Bien sûr, ça prend la pression du peuple, la pression du public. Là, maintenant, avant, il y avait la pression autochtone, il y avait la pression immigrante, mais maintenant, il y a quand même une grande majorité du peuple québécois qui veulent que ces choses-là changent, qui sont là pour l'égalité, et ça fait un plus dans la balance, et je pense qu'on va y arriver. Je pense que tranquillement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu le gouvernement balancer parce qu'ils ont peur de perdre des élections, ils ont peur de perdre le pouvoir, mais au contraire, de la façon que je vois que les choses continuent à avancer aux prochaines élections, tous les immigrants et tous les autochtones sont en train de faire en sorte que justement de débarquer de débarquer justement les gens qui sont au pouvoir, qui les empêchent d'avoir une vie dans la dignité. Merci. Donc je pense que pour avancer, pour que les choses changent, ça prend l'expression qui dit l'union fait la force. Donc ça prend une union de tous les gens qui sont conscients de cette discrimination et de se rallier ensemble. C'est nous qui pouvons faire en sorte que les choses changent, et le gouvernement n'aura pas le choix de changer son fusil d'épaule et de faire en sorte qu'on puisse vivre dans un pays vraiment où l'égalité est pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Nestor, fondateur de l'organisme Aller et les princes et princesses. Au plaisir. Merci infiniment de l'invitation, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission. Merci à nos invités. Merci aussi à René D à la régie. Merci à nos collaborateurs et collaboratrices, recherchistes et l'équipe technique. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102,3 FM à Montréal, la voix de la différence, la voix des sans-voix. Pour aider les familles à faible revenu à faire face à la fracture numérique accélérée avec la COVID-19, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires a lancé le projet 4C. Accompagnement, soutien technique, accès à Internet à haute vitesse, un ordinateur seront fournis aux familles éligibles. Pour participer au programme, rendez-vous au www.sdej.org/4C ou appelez-nous au 514-727-1919. Les conditions s'appliquent. Le programme 4C bénéficie du support financier du Centre du Grand Montréal, de la Fondation Lucie et André Chagnon et de la participation des organismes membres du Sommet. Au travail, la COVID-19 n'a pas de préférence. Employeurs, travailleurs, travailleuses, travailleurs, travailleuses, travailleurs, travailleuses, travailleurs, travailleuses, travailleurs, travailleuses, travailleurs, travailleuses, travailleurs.